Les Algonquins sont parmi les peuples autochtones les plus pauvres au pays. Ils n'habitent peut-être plus dans des tipis ou des cabanes comme celle-ci, mais leurs conditions de vie ne se sont pas beaucoup améliorées pour autant. Nichée en plein cœur de la réserve faunique La Vérandrie en Abitibi, à 4 heures de route d'Ottawa, la petite communauté de Kitchisakik n'a toujours pas accès à l'eau courante et à l'électricité. Une situation impensable aujourd'hui au Canada. Sans statut officiel, elle est l'une des rares communautés autochtones à avoir refusé le statut de réserve et les avantages qui viennent avec ce titre. La communauté de Kitchisakik réclame son autodétermination. Elle rêve de construire un village où elle pourrait développer ses richesses sur ses terres ancestrales. Entre l'espoir d'une vie meilleure et le désespoir engendré par des conditions de vie misérables et les fantômes du passé, les Algonquins de Kitchisakik tentent désespérément de survivre. 3 fois par semaine, Jimmy Papati quitte son bureau de Val-d'Or en Abitibi pour se rendre dans sa communauté de Kitchisakik, où il est né et a grandi avec ses 16 frères et sœurs. Monsieur Papati est l'ancien chef de Kitchisakik. Il consacre maintenant tout son temps à la création du village qu'il rêve de réaliser pour sa communauté. Un projet qui sortirait ses frères et sœurs algonquins des conditions tiers-mondistes dans lesquelles ils vivent encore. Alors, Monsieur Papati, on vient de quitter Val-d'Or. Où est-ce qu'on est présentement? Nous sommes sur la route 117 de Val-d'Or pour aller au lac d'Auzois. La 117, c'est la seule route qui traverse le parc La Vérandrie qui relie Montréal-Val-d'Or. Donc, la porte d'entrée de l'Abitibi, c'est cette route-là. Et ça prend 1 heure de route à faire pour arriver à Kitchisakik. Le lac d'Auzois, quand vous dites vers le lac d'Auzois, il faut bien comprendre, c'est là où votre communauté est installée? Oui, c'est la communauté. Nous, on le considère comme un site hivernal. Compte tenu, on est proche, toutes nos installations sont là, alors que le village d'été, celle qui est au Grand La Victoria, c'est à peu près 20 km plus loin, sur la même route. Et on doit traverser en bateau pour y aller. Il n'y a pas de route qui se rend directement dans la communauté d'été. Et nous, la différence entre les deux, c'est qu'on ne peut pas rester à Kitchisakik durant l'hiver parce que les maisons ne sont pas isolées. C'est plutôt des maisons en bois rond. Les Algonquins de Kitchisakik occupent 3500 km² de terres ancestrales dans la réserve faunique La Vérandrie, répartis en territoires de trappe entre le lac d'Auzois, leur campement d'hiver, et le grand lac Victoria, où ils habitent l'été. La superficie de leurs terres n'a cessé de rétrécir depuis la colonisation et la Convention de la baie James. En regardant les cartes qui ont été repris par les Affaires indiennes dans les années 40, 45, 44, si on regarde ça en termes d'impact, 64 ans plus tard, c'est cette carte-là des territoires de trappe qui a été faite partout dans les communautés, que ce soit au Lac-Simon, à Kitchisakik, à Picogan ou à Eagle Village ou dans d'autres lacs rapides. Ces cartes-là créent ce qu'on appelle des chevauchements entre communautés. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, 64 ans plus tard, les Algonquins sont en chicane entre eux sur l'occupation du territoire. Puis pendant qu'ils se chicanent entre eux et qu'ils ne règlent pas leurs problèmes, ça permet aussi aux multinationales comme Domtar, la Société d'État comme Hydro-Québec d'organiser le territoire d'une manière pour développer leur économie. Et pendant ce temps-là, le peuple algonquin, les autres sont poignés dans une chicane administrative de ces cartes-là. Est-ce que ça chicane encore? Oui, c'est sûr que ça chicane encore, mais contrairement à avant, c'est qu'on les Algonquins ne se chicanent plus sur la place publique. Ils se chicanent entre eux autres, ils se rencontrent entre eux autres, puis de plus en plus, les gens sont conscients que les cartes des territoires de trappe qu'on appelle, là, les cartes de trappe, c'est seulement des cartes qui sont utilisées à des fins administratives. À 4 heures de route d'Ottawa, Kitchisakik ressemble à un village pauvre d'Afrique. Les petites maisons du village, construites sur pilotis, n'ont pas d'électricité, d'eau courante et de salle de bain. Pour prendre leur douche, aller aux toilettes et s'approvisionner en eau, les résidents doivent sortir à l'extérieur,
et se rendre au bloc sanitaire construit il y a quelques années. Le bloc sanitaire, tout comme le mini-dépanneur, la garderie, la salle communautaire, le dispensaire et les bureaux du conseil de Kitchissakik sont alimentés par une bruyante génératrice. Ça, c'est une petite maison typique, ça, M. Papati? Oui. Une maison 20-24. C'est tout isolé. Plafond, plancher, les murs, les fenêtres, la porte, c'est beaucoup plus isolé. À l'intérieur, ils ont tous des poêles à combustion lente, 20 par 24. Puis, la combustion lente, je veux dire. Puis l'intérieur, c'est 20-24. Et souvent, avec la combustion lente, c'est qu'ils sont en mesure de brûler moins de bois. En termes de consommation, c'est à peu près 15 à 20, dépendamment, mais c'est 15 cordes à peu près par hiver, alors que les premières maisons qu'on avait comme ça, 20 par 24, ils n'étaient pas isolés comme ça. Il n'y avait pas d'isolation pour le plancher ni le plafond. Et souvent, le revêtement extérieur, c'était du papier noir, Tintès. Ouais. Donc, comme c'était pas isolé, les gens brûlaient à peu près 60 cordes de bois par hiver. Donc, ça prenait beaucoup de bois, donc beaucoup d'impact sur l'environnement. Ces minuscules maisons de 20 par 24, sans confort et sans installation permanente, il y en a 90 à Kitchissakik pour abriter une population de près de 400 habitants. Ils sont parfois plus de 6 personnes à s'entasser dans ces logis, où les conditions socio-sanitaires ne rencontrent pas les standards admis au Canada. Plus de 75% de la population ne travaille pas. Avec la capacité de la génératrice qui est là, tu ne peux pas mettre un petit frigidaire. Non. Donc, tu peux pas. Donc, dépendamment le volume. Chacun a une génératrice? C'est pas tout le temps. Non. C'est quand même dispendieux. Et ça, c'est une génératrice Honda, de marque Honda. Et souvent, quand tu le regardes, ils branchent deux maisons. Celle-là, puis l'autre à côté. Tu as deux fils. Ça, c'est un Honda. C'est un 3000 watts, donc quand ils mettent du gaz, ça a une autonomie à peu près de 15 heures. Donc quand il fait le plein, il s'en sert pour allumer la lumière le soir. Ouais, ça coûte cher maintenant avec le prix de l'essence, j'imagine. Oui. Mais la majorité ont des Honda, c'est plus au niveau de la qualité-prix, au niveau de l'endurance, c'est mieux. Ça va pas si pire. On vit, là. Qu'est-ce que ça veut dire, on vit? Ben, on fait du mieux qu'on peut là, avec ce qu'on a ici. Je regarde un peu ma vie quotidienne. Là, des fois, c'est pas toujours plaisant de se lever le matin. Là. Tu sens que tu as envie d'une bonne douche. Tu n'as pas le choix de sortir de chez vous pour aller te prendre une bonne douche. Là. Parce que vous n'avez pas l'eau courante, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça qu'on n'a pas ici. On n'a pas de toilette. Hein. On n'a pas de lavabo pour qu'on puisse... Pas d'électricité non plus. Ouais, vous avez une génératrice, c'est ça? C'est ça, qu'on fonctionne à l'essence. Ironiquement, ce village sans électricité est scindé en deux par un barrage hydroélectrique. Là, on est où ici? Ici, on est situé à le barrage d'Ozois, le barrage Bouc qu'on appelle. Ça appartient à Hydro-Québec? Hydro-Québec, l'ancêtre d'Hydro-Québec. Quand ils ont fait ce barrage-là, l'autre bord du barrage, il y a un réservoir, le réservoir d'Ozois, qui, elle, c'est 200 km² de territoire qui ont été obligés de couper puis aménager. Puis en faisant ça, c'est pour mettre le niveau d'eau, l'autre bord, plus haut. Et quand ils ont fait le réservoir de l'autre bord, pour préparer ça, ils ont dû déplacer 2 cimetières autochtones. OK. Puis avant d'inonder. Mais comme ils ne connaissaient pas tout l'emplacement de là où les sépultures sont, ben ils ont inondé quelques cercueils. Là. Ah ouais. Et à partir de là, ici, l'autre bord, quand l'eau monte très haut, là, okay, ils vont l'ouvrir ça. Ça sert seulement pour contrôler le niveau d'eau. Il y a 3 réservoirs autour. Il y a Dozois, Kambonga, en haut, puis en bas, tu as un autre réservoir. Tout ça, c'est pour contrôler le niveau d'eau, okay? Parce que magasiner l'eau pour l'énergie. Et celui-là, elle ne produit pas d'électricité dans le moment, c'est juste pour contrôler. Okay?
Et ça, quand on le regarde comme tel, ça a été construit en 1945-46, inauguré en 48. Ça, c'est sur vos terres? Oui. Oui. Avant, ici, c'était une petite rivière, ça, ici, tout le long en bas. Il y avait du monde qui vivait ici avant, puis quand l'ancien Hydro-Québec a construit le barrage ici, tout ça, tous les gens qui étaient ici, ils ont été tout simplement expropriés. On a demandé d'aller construire ailleurs, donc souvent, ils lui donnaient des planches pour qu'ils défaisaient la maison, puis ils allaient construire ailleurs. Maintenant, c'est quoi votre entente avec Hydro-Québec? Ici, on n'a pas d'entente avec Hydro-Québec ici. Non? Non, Hydro-Québec, les autres, ils font leurs affaires ici. Ils aménagent ça, ils font la maintenance. C'est des gens de Rouen, de Val-d'Or qui viennent faire la maintenance. Mais on n'a pas d'entente avec les autres. Puis ici, même si la communauté, on a offert de mettre un micro-turbine dedans pour générer l'électricité, puis régler nos problèmes de générateurs ici. Parce que c'est ça qui est tyrannique, qu'il y a ici un barrage pour l'électricité pour Hydro-Québec, mais vous n'avez pas le droit à... C'est ça. Même si on l'a déposé, ça, dans ces années-là, dans les années 80, vers le milieu des années 92-95, là, on a déposé un projet de micro-turbine, une petite centrale. On voulait avoir la prise en charge de ce barrage-là, puis de mettre un micro-turbine, produire l'électricité. Au lieu d'appeler ça Hydro-Québec, on aurait pu appeler ça Hydro-Kitsakik, puis alimenter tous nos points de service ici, puis amener le courant dans toutes les maisons. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que dans cette période-là, la réponse d'Hydro-Québec, ils nous disaient que c'était eux qui avaient le monopole de l'électricité au Québec. Donc, il n'était pas question pour eux de nous transférer la gestion de ça, puis encore moins de nous donner l'autorisation de mettre une turbine dedans pour produire l'électricité. En fait, les Anishinabés de Kitsakik vivent en squatter sur leurs propres terres ancestrales. Ni réserve, ni village, contrairement à la grande majorité des autres communautés autochtones au pays, ils n'ont aucun statut officiel. Attachés à leur mode de vie nomade, à leur culture et à la nature, les aînés de la communauté ont toujours résisté à être confinés dans le système de réserve proposé par le gouvernement. Ces irréductibles Algonquins veulent conserver leur autonomie, même si cela signifie qu'ils doivent se passer de certains avantages qui viennent avec le titre de réserve et qui amélioreraient leurs conditions de vie. Mais la liberté a un prix. Si ça n'a pas un statut de réserve, est-ce que tu aimerais mieux que ça soit comme le lac Simon, par exemple? Ou... Ben oui, dans le sens pour avoir juste des affaires appropriées, là, que c'est pour avoir de la maison. Puis non, dans le sens que je sais pas. Il y a une affaire que j'ai. Tu sais, c'est comme donner nos terres à le gouvernement si on fait ça pour obtenir des affaires que nous, on n'a pas ici. Mais c'est un peu non, parce que je ne veux pas donner notre terre du gouvernement, puis c'est les autres qui vont nous diriger, puis tout ça. Souvent, ce qu'on a su dans l'histoire en regardant les autres communautés qui ont accepté le statut de réserve, c'est souvent au détriment de l'occupation du territoire. Okay? Ce qui fait que les gens ont été sédentarisés une place, puis ils n'allaient plus dans la forêt. Alors qu'ici à Kitsakik, les gens se sont vraiment, les aînés, ils ont autant voulu garder ça, cette autonomie-là, cette liberté-là d'aller s'installer où ils veulent, aller chasser quand ils veulent, occuper le territoire de la façon qu'ils le font aujourd'hui. Et la vie en réserve, pour eux, ils le voyaient à court terme, peut-être des bénéfices, un exemple, d'avoir l'eau courante, l'électricité, ces choses-là, mais à long terme, si on n'y regarde pas, puis si on ne fait pas attention, c'est la sédentarisation qui peut, puis dans la perte de la langue aussi, la culture, ces choses-là. Si ces Anishinabés, qui veut dire Algonquins, craignent tellement de perdre leur langue, leur culture et leur tradition, c'est qu'elles sont déjà dans un état de grande vulnérabilité. Daniel Young. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Bonjour. Edmond Brazeau est le chef du village. Il revient d'un séjour en forêt, comme il le fait souvent durant l'année. Il chasse, il pêche et il trappe, comme l'ont fait ses ancêtres avant lui. Alors, vous venez de revenir, vous, M. Brazeau? Oui. Vous étiez où? Bon, j'étais dans le camp de chasse, le camp de trappe à mes parents. C'est où? C'est pas loin ici, à 30 km au sud, en coin de Kawatos. Hein.
Puis qu'est-ce que vous faites là? On était en vacances, on y allait passer nos semaines culturelles là. C'est quoi vos semaines culturelles? Ben, on faisait des activités de pêche. On y allait un peu partout on faisait toutes sortes de choses là. On préparait le castor, là, on chassait le canard, puis on fait de la chasse. Là. Ça a été bon la chasse? Oui, ça a été bon. Ça a été. Nous autres, on a beaucoup apprécié ce qu'on a poigné là. Oui. Qu'est-ce que vous avez pris? Bon, on a pris le canard, le castor, on a mangé toutes sortes de choses. Puis poisson, c'est ça. Ouais. Quelle sorte de poisson? L'esturgeon? L'esturgeon, on a du doré. Deux sortes de poissons qu'on mange. Il y a le brochet qui se poigne aussi, là, mais pas du temps, il y a des capes aussi qui se poignent, là, mais c'est rare qu'on en mange la cape. Là. On en mange, mais c'était seulement les aînés qui en mangeaient ça. Hein. OK. D'autres, ça, on en mange, mais on a mangé quand ma grand-mère le faisait dans le temps, là, mais comme ça, là, et puis ici, là. Ils continuent cependant d'apprêter l'orignal selon des recettes traditionnelles. On est en train de faire la tête d'orignal. Là. On va mettre ça dans la chaudière tantôt. Là. Vous dites ça, la tête d'orignal? Ben, il est là. La tête d'orignal, c'est celle-là. On mange ça, nous autres, la tête. Hein? Oui. Eh boy! Ma conjointe qui mange ça, il aime ça. Qu'est-ce que vous faites avec ça, par exemple? Ben, nous autres, on mange tout ça. Aux alentours, c'est de la viande. Puis ici, on mange tout, les yeux aussi. OK. Fait qu'on les met en 4 morceaux. On les scie, là, comme... Oui. On les scie, puis on met ça dans la chaudière, puis on les fait bouillir. Vous faites un genre de ragoût avec ça? Oui, oui. C'est bon. On mange la langue, puis la tête. Plus intéressés aujourd'hui par les jeux électroniques, la télévision et la modernité qui ont fait leur apparition à Kitchissakik, les jeunes ne vont presque plus dans le bois, un mode de vie privilégié par leurs ancêtres depuis des siècles. Signe des temps, ils préfèrent le dépanneur du village construit il y a quelques années aux activités de la nature. On essaie de transmettre ça à la nouvelle génération, là, comme mon petit bonhomme, là, mes garçons. Ouais. Fait que les autres, quand ils voient ça, mais c'est tout... Ils n'ont pas appris ça, là. Puis les autres, on les emmène pas souvent dans le bois. Ils sont constamment à l'école et tout ça. Ouais. Ben, depuis qu'on travaille, c'est sûr qu'on n'est pas souvent dans le bois aussi. Ouais. Avant ça, mais... Est-ce qu'ils aiment ça quand vous leur parlez du bois? Est-ce qu'ils sont ouverts à ça? Ils ont-ils un intérêt ou vous sentez que ça se perd? Et c'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement l'intérêt, mais il faut les faire participer pour faire connaître un peu qu'est-ce que nous on vivait comme activité. Là. Parce que nous autres, dans le temps, quand mon père était... Quand on trappait là, on restait là à l'année longue. Ah oui? Oui. Puis aujourd'hui, mais les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est pas... pourront plus vivre ces choses-là. Parce que c'était ça avant qu'on vivait de la chasse et de la trappe. Hein? Maintenant, ça se perd, ça, tranquillement? Ça se perd, oui. Mais il y en a qui font plus des activités sportives à ce temps. Ouais. Il y en a qui le font encore culturel. Pensez-vous qu'éventuellement, il n'y en aura plus du tout? Ça va se transformer, en fait? Ben, ça va se transformer plus en activité sportive de chasse. Là. Mais il y en a... C'est sûr qu'il y en a qui en font. Probablement pas qui vont en faire aussi. Là. Surtout j'en connais pas bien des gens qui... Il y a quelques-uns qui vont, mais c'est pas toute la nouvelle génération d'aujourd'hui. Ils connaissent même pas leur territoire, ils savent pas où est-ce que... On les a pas montré les initiés à les emmener dans le bois. Ils savent pas quel terrain qu'ils font, qui appartiennent. Ouais. C'est ça qu'on les a oublié de leur montrer. Elle dit que, selon sa perspective à elle, c'est que ici, tout ce qu'on est en train de voir comme service ici, en termes de... On regarde le dépanneur, on regarde tous les services
qui sont disponibles. Il dit c'est pensé en fonction des jeunes d'aujourd'hui. Okay? C'est un mode de vie qui est beaucoup plus orienté vers le mode de vie des étrangers. Il dit, en termes, un exemple, il y a une station de gaz là, l'essence est là, alors que dans son temps, c'était pas comme ça. Et pour elle, c'est clair, ils disent, c'est dans cette moule-là qu'on essaye de me faire vivre. C'est ça qu'elle voit ça de même. C'est comme si on essaie de l'amener à vivre puis à adopter ce mode de vie-là, le mode de vie qu'on a aujourd'hui, plus moderne. Il dit que, en termes de, comme expérience personnelle, lui, il disait que quand il était plus jeune, dans la vingtaine, sa vie était plus simple, moins compliquée. Parce qu'il pouvait vivre dans la forêt, chasser, attraper. Il avait ses obligations, vous voyez, de la vie, n'importe quoi. Mais il dit c'était plus, pour lui, c'était valorisant de rester dans cette situation-là. Mais il disait avec la modernité, avec tout ce qu'il a connu, là, avec les changements, tout ça, il dit aujourd'hui, c'est plus difficile. Ça l'a pas simplifié sa vie avec tout ce qu'il y a autour. Là. Au contraire, il dit que ça le rend plus difficile dans le sens que ça se paye, ça, ces affaires-là. Puis c'est plus. Aller dans le bois aujourd'hui, ça prend un moteur pour y aller. Tu peux pas y aller. Ça a changé. Il sent plus pauvre aujourd'hui qu'il C'est ça, il sent plus pauvre. La nouvelle génération d'Algonquins n'a pas seulement perdu le goût de la nature, elle a aussi perdu la langue Anishinaabe. Est-ce qu'ils comprennent? Non. Les aînés veulent transmettre la langue, la culture au niveau, ils veulent jouer le rôle de vouloir être des émetteurs, puis qu'à l'autre bout, le récepteur des jeunes est branché sur le français, l'Internet, le Nintendo, toutes les commodités modernes, là, puis qui sont très peu à l'écoute, dans le fond, de vouloir apprendre leur langue, leur culture. Et ça, pour moi, c'est inquiétant dans le sens que c'est au niveau de leur héritage à eux, un héritage quand même millénaire. Là. On est titre depuis des milliers d'années qu'on nous dit, puis le savoir, chaque mot, à chaque fois qu'on voit un aîné qui va décéder dans la communauté, c'est une partie de notre histoire, notre langue, notre culture qui part. Elle dit que le mode de vie tel qu'on le connaît, elle l'a connu, ils ne le connaîtront pas, ça. Ils ne vivront pas comme des Autochtones. Non, c'est fini? Il dit, ça ne mourra pas si on se réveille puis si on se bat pour la garder en vie. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut qu'il s'accroche à son mode de vie. Donc, il faut faire des choses selon notre culture. Est-ce que tu es inquiète pour l'avenir de la communauté? Elle dit qu'elle pense surtout le fait que, elle pense au mode de vie, la culture, ces affaires-là, elle pense ça par rapport aux jeunes, mais aussi elle tient compte aussi que cette culture-là, elle regarde l'état du territoire qui a été ravagé par l'industrie forestière. Là. Elle a fait le lien entre ces deux-là. Les aînés du village, comme Madeleine, voient avec beaucoup d'inquiétude l'effritement de la langue et de la culture algonquine. Aujourd'hui, la plupart des enfants de Kitchisakik ne parlent pas algonquin. Ils ne peuvent donc plus communiquer avec leurs grands-parents, qui, eux, n'ont jamais appris le français. Ce qui l'inquiète, c'est que la différence des générations. Par rapport à sa génération à lui, puis la génération des jeunes, il dit une des choses qui l'inquiète, c'est l'état de la langue. Donc, il dit,
ils peuvent plus nous comprendre, puis nous, on peut pas les comprendre parce qu'ils parlent une langue étrangère. Ils parlent français ici, les jeunes. Fait, il dit pour communiquer, pour transmettre ces choses-là, c'est peurant de les voir aller déjà quand on réalise que ces jeunes-là, nos jeunes, ils disent, ils parlent juste français, puis ils comprennent plus l'algonquin. Il dit ça, il dit, elle a de la peine pour les autres. Oui. Il dit quand il essaie de parler algonquin, puis il n'y arrive pas, là, le jeune. Il dit, tous les jeunes qu'elle a élevés, elle, là, ils parlaient tous algonquin. Ouais. Elle les a élevés en parlant algonquin. Est-ce que vous parlez algonquin? Ouais, mais... On a parlé de notre langue depuis qu'on va à l'école, dans les écoles. Est-ce que vous êtes triste d'avoir perdu votre langue ou ça vous dérange pas? Ben, on est triste de perdre notre langue, puis c'est plate, là. Parce qu'il y a des grands-mères qui essaient de communiquer avec nous autres. Ouais, puis on est... Ouais. Mais moi, je suis capable quand même de comprendre algonquin que Qui c'est parle? ma grand-mère. Qui dans vous autres parle algonquin? Là? Ouais, un peu. Mais on dit des choses, là, mais pas Facile. vraiment gentilles, là, mais comme Matcha, une bonne chose comme ça. Va dormir dans la toilette, tu comprends? Si la langue s'éteint, c'est une grosse partie de votre culture qui s'éteint. C'est la mémoire de la communauté, les légendes, les histoires du peuple. C'est notre identité aussi qui meurt. Fait que, tu sais, quand on regarde, on le réalise, quand tu le réalises puis tu le vis, puis que tu es comme parent, tu parles à ton enfant en algonquin puis il ne te comprend pas, puis que d'un ton bord, tu vires de bord puis tu regardes ton père et ta mère puis tu parles avec eux dans ta langue, tu le réalises à quel point la langue est en danger. Parles-tu encore algonquin, toi? Moi, je parle beaucoup l'algonquin. Je suis capable de lire et tout l'algonquin. Vas-tu l'enseigner à tes enfants? Moi, c'est ce que je fais présentement. Déjà, mon petit, il y a 2 mois et 1 semaine. Déjà là, j'ai parlé à l'algonquin. C'est important pour toi de lui transmettre ça? Ben, moi, oui, parce que c'est que mes parents ils ont toujours voulu que je parle, garder moins ma langue. Là. Parce que des fois, des amis de mon oncle, il y en a qui comprennent pas et qui parlent pas non plus. Ces jeunes algonquines vont à l'école à Val-d'Or, à 1 heure de route de Kitchisakik. Dès la 2e année, les enfants sont arrachés à leurs parents pour poursuivre leur éducation primaire et secondaire en français seulement. Ils sont hébergés dans des foyers d'accueil chez des non-autochtones. Chaque dimanche, le village se vide de ses enfants. À Kitchisakik, les moins de 18 ans représentent près de la moitié de la population. Ces jeunes ne reverront leurs parents que le vendredi soir, une situation souvent déchirante pour eux. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 13 ans. 9. 12. 12. Moi, j'étais à l'école. Ouais. Bâtiment. Ben, ça ouvert les transits. OK. Moi aussi, 30. Vous êtes en congé aujourd'hui? Est-ce que ça va bien à l'école? Ouais. Oui. Aussi cru. Est-ce que, comment vous trouvez ça là, à l'école à Val-d'Or? C'est plate. C'est plate. Mais parce que, genre, On reste à Val d'Or. Moi, ce que maman me disait, là, c'est que ça permettait pas aux parents de faire les devoirs avec nous autres. Ça, c'était plate. Ouais. Vraiment plate. Puis on était obligé de prendre beaucoup. Ben, c'est plate, toujours faire un voyage de 1 heure, puis de repartir à faire ça à 1 heure, c'est plate, là. Qu'est-ce que vous aimeriez? Aimeriez-vous mieux qu'il y ait une école ici? Oui. Que ça Ouais. change. Oui. Ouais, ça change un peu. Est-ce que vous pensez que ça va changer? Non. Non, je pense pas. Mais je suis pas si bien. C'est difficile pour vous de quitter votre famille et d'aller Ouais. à Val-d'Or? Puis revenir à Val d'Or, ça prend du temps, puis on a hâte de voir nos parents, là. Et surtout qu'il y a des gardiennes, certaines gardiennes, Ils sont méchantes, là. avec nous autres. C'est important pour vous autres d'aller à l'école ou? Non, Non. pas pour moi. Non. Ben, moi, c'est sûr que Papa. quand Non. j'ai appris qu'il fallait que je retourne là-bas, j'ai beaucoup pleuré. C'est parce que déjà, je voulais rester avec maman. Puis je pensais pas que l'école existait. Pris entre une tradition qu'ils ne connaissent pas et le mode de vie moderne des Blancs qu'ils apprennent à l'école, ces jeunes vivent une profonde crise identitaire. Certains d'entre eux souhaitent le retour aux valeurs ancestrales.
Ben moi, j'aime plus avant, là, dans l'ancien temps, comme mon grand-père, ma grand-mère, là, parce que j'aime plus la nature qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit de la violence, abusement, on voit beaucoup d'affaires. Puis pour toi, ce serait bien de retourner dans la nature, de réapprendre comment vos ancêtres vivaient et tout ça. Je voudrais que tout ce qu'on faisait avant, là, mettons, les champs, le feu, puis nous autres qu'on dansait autour, là, vraiment ça que ça revient. Vous le faites plus, ça? Non, personne. Quand tu pars, tu reviens, puis tu as perdu un peu la notion de qu'est-ce qui se passe ici. Puis à un moment donné, ben, tu te demandes vraiment qui tu es après. C'est difficile après de les faire revenir, puis de retransmettre des affaires. Puis, oui, moi, j'ai appris ça comme ça. Mais être Anishinaabe, là, c'est de comprendre vraiment qui tu es. Faut que tu saches vraiment qui en tant que personne dans cette communauté-là. Pensez-vous que les jeunes ici, les adolescents, ils savent qui ils sont? Ils se cherchent. Moi, je te dirais, ils se cherchent. Parce que avec qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on constate, ils se cherchent encore. Ils savent un peu qui ils sont, mais au plus profond, il faut qu'ils le trouvent encore. Puis il faut les aider. Il dit qu'elle, ce qu'elle favoriserait, c'est le retour à la forêt. Il dit c'est dans la forêt qu'il pourrait réapprendre sa culture. Hein. Il dit là, au niveau de l'étranger, c'est différent. Il dit quand on élève les enfants au niveau de l'étranger, ils oublient d'où ils viennent, ils oublient la langue. Puis. Donc quand il parlait des enfants, tout à l'heure, il disait qu'elle est élevée. Aussitôt qu'ils sont partis dans le système scolaire, ces enfants-là, à 5 ans, oublient la langue. Pris entre deux cultures, vivant dans des conditions difficiles, beaucoup d'Algonquins de Kitchisakik sont aux prises avec de graves problèmes sociaux. Taux élevé d'alcoolisme, consommation abusive de drogue dès l'enfance, violence conjugale et abus, mais aussi de jeux compulsifs. Plusieurs Autochtones vont souvent perdre le peu d'argent qu'ils ont dans les machines vidéo poker qui pullulent à Val-d'Or. Ils deviennent aussi parents relativement jeunes, parfois même à l'adolescence. Les problèmes qu'on rencontre, c'est un petit peu diversifié, mais il y a beaucoup de négligence. La négligence est souvent en lien direct avec la consommation, des consommations d'alcool, de drogue, qui fait en sorte que les parents n'ont plus l'argent nécessaire pour acheter nourriture, vêtements, ces choses-là à leurs enfants, dû à la consommation. Ça peut être aussi dû à un mode de gardiennage. Exemple, ils confient leurs enfants à des gens qui ne sont pas adéquats, qui sont en état de consommation. Où est-ce que ça peut amener les enfants à vivre des abus ou de la négligence? Est-ce qu'il y en a beaucoup ici? Bien, c'est souvent les majeurs là, qu'on va rencontrer. Là. Par exemple, moi, gars, quand j'ai commencé de la drogue et l'alcool, j'avais 16 ans. Puis, presque tout le monde consomme à cet âge-là. Ouais. Puis à un moment donné, là, que ça se fréquente, ben ici, à cette heure-là, ça a 13 ans, 12 ans, c'est le monde qui a des enfants qui consomment ça. Je trouve pas ça drôle, moi. J'ai venu un petit cousin l'autre jour qui est venu me cogner à la porte pour savoir si. Non. Tu cherchais de la drogue? Ouais. Pas avec toi, man. T'as juste 9 ans. Comment? Tu penses à autre chose. Pourquoi ils font ça? Parce que je dirais qu'il n'y a pas de parc de loisirs ici. Hein. Le seul fun qu'ils peuvent avoir, c'est en faisant du fun avec leurs amis de cette manière-là. Il y en a aussi qui sont en famille d'accueil ici, là. Il y en a qui sont à Val-d'Or, fait que là, ils ne peuvent pas voir leurs parents. Il y en a qui sont partis en prison ou bien en thérapie. Des gens ici, de la communauté, qui sont partis en thérapie? Comme moi, je suis placée chez mon grand-père. Tu es placée chez ton grand-père? Oui. Parce qu'il y avait des problèmes ou quoi? Oui. Ouais. D'autres, comme Jason, essaient tant bien que mal de reprendre leur vie en main, en travaillant à l'aide à domicile, en coupant du bois et en livrant de l'eau. Moi, ça fait quand même une bonne excuse que j'ai arrêté de consommer. Oui. Ça va-tu bien de ce côté-là? Oui, ça va bien. Toi, tu consommais les drogues ou l'alcool? Les deux. Les deux? Oui. Et y en a-t-il encore beaucoup ici sur votre territoire qui consomment beaucoup ou c'est mieux?
L'alcool, ça s'est essayé pas mal, là, mais la drogue, ça y Ouais. va. Ouais. Ouais. Puis toi, comment t'as arrêté? Qu'est-ce qui t'a convaincu d'arrêter? Bonne question. Ouais. Ouais. Tu t'es pris en main? T'as Ouais. décidé que c'était assez? Oui, Ouais. Ouais. Puis ça va mieux depuis ce temps-là? oui, ça va bien. Puis avec tes enfants? Avec mes enfants, comme cela, oui, mes enfants sont placés. C'est ma soeur qui les garde. Oui, ça va. Ça faisait mon affaire. Ça fait pas mon affaire, là, mais Ouais. ça y Le- va comme ça, oui. Le temps que tu te Non. replaces? Ouais. Ouais. Le temps que je me replace, puis tout Puis ça. est-ce qu'éventuellement tu vas les reprendre, tes enfants? Bonne question. Ouais. Mais je me sens pas prêt encore. Non? Non. Quel âge ils ont? Il y a 5 ans, puis l'autre, il va avoir 4 ans la semaine prochaine. Il y a quel âge le petit garçon? 2 mois. Il y a 2 mois. Comment il s'appelle? Jordan. Jordan, puis vous avez un autre enfant aussi, Oui, hein? elle s'appelle Jaysa. Elle s'appelle comment? Jaysa. Et là, vous l'aviez placée en famille d'accueil et là, elle va revenir bientôt? Oui. C'est ça. Pourquoi elle avait été placée? C'est des problèmes dans mon couple, là, puis Ouais. c'est de régler ça avant qu'on le prenne. Puis maintenant, ça va mieux? Oui. Ouais, c'est pas facile? Non. Non, hein? La vie ici, c'est pas facile? Non, Non. c'est pas facile. J'ai resté toute seule 1 an et demi, je pense. Ouais. Vous êtes restée toute seule 1 an avec votre enfant? Ouais. Oui. Puis maintenant, la situation, est-ce qu'elle est mieux? Ouais. Aujourd'hui, ça va bien. Oui. Et mon père, son père, il reste avec. Il reste Ouais. avec nous autres chez nous. Il y a encore des cas de violence, mais de là, c'est plus comme dans le temps. Là. Si on se compare il y a 20 ans à aujourd'hui, c'est sûr que dans le temps, on voyait beaucoup les yeux au beurre noir. Puis aujourd'hui, ben, les bleus que les femmes ont, c'est partout ailleurs dans le corps. C'est pas nécessairement dans le visage là, qu'on va les voir. Il y a encore de la violence, on ne dit pas qu'il n'y en a pas. Là. Fait qu'il y a encore des cas isolés, mais ce qui est intéressant ici, c'est avec le travail de réseau, c'est les femmes, ils se concertent beaucoup plus comme avant, là. Puis il y a quand même... c'est sûr, c'est pour une femme de se lever, de dénoncer, c'est quand même... Ça demande beaucoup le courage de sa part, là, c'est de prendre des initiatives, d'aller chercher de l'aide aussi appropriée qui va répondre à ses besoins. Est-ce qu'elles le font? Oui, la plupart des femmes connaissent les services, puis éventuellement, ben, graduellement aussi, elles vont avec, selon leur volonté. Qu'est-ce que tu fais, toi, de tes journées? Est-ce que tu travailles ou tu es sur l'aide sociale? Comme présentement, moi, j'étais en arrêt de travail. J'ai travaillé tout l'hiver. Oui. J'étais un employé presque saisonnier, pareil. Qu'est-ce que tu faisais? Moi, je fais le bûcheron aussi. Je travaille pour ma communauté ici. Je m'assure pour que les aînés ne manquent jamais manque de bois là, pour l'hiver. C'est sûr qu'ici, il y en a qui travaillent sur l'aide domicile, mais c'est saison hivernale. Moi, je suis toujours. Ça fait 3 ans que je travaille. Puis j'aime ça, faire du bûche. J'en fais. Normalement, on est supposé de payer nos bois pour se faire livrer. Mais moi, tellement que j'aime travailler dans le bois, là, ben, c'est moi qui vais faire mon bois là, dans le bois. Je me prends une fin de semaine alors que je travaille toute la semaine pareil. Aimes-tu ça aller dans le bois? Moi, j'adore aller dans le bois. C'est un gars du bois. C'est pour ça que, à l'âge de 16 ans, moi, j'ai lâché l'école. Parce que cette année, c'était pas dans mon milieu. Ça. À Val-d'Or, là, français, ils parlent plus bien français que l'Algonquin, tu sais. Mais c'est ça, Vous moi. vous sentiez déraciné là-bas? Ouais, c'est ça. Fait que, moi, je me sentais pas bien. J'ai lâché l'école, puis j'ai fait mon école ici, moi, avec ma langue maternelle. J'ai repris ma langue maternelle, dans le fond, en lâchant l'école. Tu sais. Ça tend à s'améliorer. La communauté met beaucoup d'infrastructures. Exemple, il y a le service de première ligne qui vient de débuter, que je crois qu'il va aider beaucoup la communauté. Le service de première ligne fait un peu ce qu'un CLSC peut faire. Donc, avant que s'il y a une problématique dans une famille, le service de première ligne peut intervenir, peut les aider à régler cette situation-là avant que ça aille trop loin et qu'il y ait des signalements et que nous autres, on rentre dans la famille. Nita Sonia.
Je vais te faire la prise de sang, tout ça, puis après ça, je vais te poser les questions. OK? Qu'on ne fait pas d'habitude, on va faire ça aujourd'hui. Je vais me préparer. Assis-toi ici. Moi, j'ai besoin, pour une prise de sang, j'ai besoin de ta veine. Ici. OK? Fait que moi, je vais me préparer. Tu as juste enlevé ton... Je vais vérifier. C'est moi qui va vérifier, qui va décider par rapport à laquelle veine que je trouve la plus belle. Il y a plus de services en santé aussi. Martine est infirmière au dispensaire de Kitchisakik. Elle soigne, mais surtout, elle tente de faire de la prévention et de l'éducation. Aujourd'hui, elle donne une séance d'information sur l'injection de drogue dure et les risques de développer une hépatite ou le VIH-Sida. Et tu leur prêtes le garrot? Je leur donne. Ouais, OK. Oui. OK. Pour ça. Puis on montre aussi comment. C'est rare, là, mais tu sais, ça peut arriver qu'on peut montrer comment qu'il faut se piquer de façon sécuritaire pour que, même que les gens décident d'arrêter de consommer tout ça, au moins qu'il n'y ait pas d'autres maladies. Fait que c'est tout le temps en prévention. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que, c'est sûr, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils arrêtent, de consommer, qu'ils mangent 3 fois par jour, leur 4 groupes alimentaires. Mais sinon, on va faire avec, puis on veut leur montrer pour que, quand ils décident, quand ils vont avoir la décision, qu'il n'y ait pas une hépatite à soigner, qu'il n'y ait pas un VIH à soigner. Devant l'ampleur des problèmes sociaux, de la crise identitaire des jeunes, de l'effritement de la langue et de la culture, un groupe d'Algonquins de Kitchisakik a décidé que le temps était venu de passer à autre chose et d'offrir de meilleures conditions de vie aux plus jeunes. Ces améliorations, croient les aînés, passent inévitablement par la construction d'une école qui permettrait aux petits de rester au village au lieu de s'exiler à Val-d'Or. Il me dit que dans un village, d'avoir une école, ce serait une bonne chose dans une perspective où l'algonquin, la culture serait enseignée dans cette école-là. Il donne l'exemple où la Crapite, où il y a la langue anglaise de langue seconde, mais les parents ont fait le choix de garder la langue algonquin à l'intérieur de l'école pour qu'ils puissent garder cette langue-là. Pour lui, c'est clair qu'au niveau d'un nouveau village, si on construit un nouveau village, ce qui l'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de communautés où on ne leur permet pas, parce que l'école, c'est une école fédérale, une école de réserve, on ne leur permet pas d'enseigner leur langue. Elle dit, elle, dans 50 ans d'ici, selon ce qu'elle pense, il dit, si on ne plug pas l'enfant à l'intérieur de la cellule familiale, puis à l'intérieur du territoire où il vit, on va faire, dans 50 ans d'ici, le fait de vivre avec l'étranger, la mode étrangère, d'aller vivre en ville, de la modernité, tout ça, ces jeunes-là vont connaître, ils vont tout simplement être assimilés dans il dit, si dans 50 ans, ça peut arriver, il me dit, si on s'accroche là, puis on commence à faire des choses pour la langue, ces choses-là qu'on a en nous, ben peut-être que dans 50 ans d'ici, les choses vont changer, mais dans le moment, elle voit que il faut que ce soit les aînés de la place, ma génération, dans le fond, ceux qui ont 40 ans, qu'il faut qu'ils fassent beaucoup auprès de nos jeunes pour les amener à revoir leur identité, à revoir leurs affaires. Bye bye, maman. Tantôt. Depuis l'an dernier, les Algonquins de Kitchisakik peuvent compléter leur maternelle, leur première et leur deuxième année sur leur territoire, dans une école construite pour eux. Si tout va bien, en septembre prochain, la communauté pourra offrir des services aux élèves de troisième année. C'est important que les jeunes restent ici, sur votre territoire, qu'il y ait l'école ici. Oui. Pourquoi c'est important? Moi, je me dis, ces enfants-là, là, c'est à nous. C'est à nous à donner de l'éducation, c'est à nous à en prendre soin. C'est à la communauté à développer ces gens-là. Même si l'aide vient de l'extérieur, mais au moins les enfants sont ici. C'est ça qui est important. Si on les voit plus partir, les autres. Puis c'est sûr qu'un jour, éventuellement, ce serait plaisant qu'ils reviennent, tout ce beau monde-là ici, qu'on puisse tous les voir, puis voir le développement aussi. Parce qu'à quelque part, on les a perdus dans leur développement.
Agnès Papati est un exemple pour la communauté de Kitchisakik. Mère de 4 enfants et grand-maman de 4 petits-enfants, elle vient de compléter son baccalauréat en enseignement, une rareté dans cette communauté où le taux de décrochage scolaire et de chômage est très élevé. Depuis septembre dernier, elle a réalisé son rêve, enseigner aux petits de la maternelle à Kitchisakik. Qu'est-ce que ça apporte à votre communauté ici à Kitchisakik d'avoir, par exemple, la garderie ici à côté, d'avoir l'école maternelle première, deuxième année? Qu'est-ce que ça apporte? Bien, ça apporte ici comme de la valorisation pour tous, une fierté aussi de développement pour la communauté. C'est au moins si quelque chose pour moi ici, d'être ici avec la maternelle, c'est quelque chose que je voulais faire. Et d'être ici maintenant, c'est beaucoup valorisant pour moi. Mais en même temps aussi, je veux apporter comme un rêve aussi au reste de la communauté, à ceux qui voudraient aller dans l'enseignement un jour, là, de leur donner cette possibilité-là que c'est faisable. Un autre rêve de la communauté s'est réalisé. Lors de notre tournage à Kitchisakik, un centre de la petite enfance entièrement neuf a ouvert ses portes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il apprend? Là, je sais pas. J'ai pas demandé ce qu'ils font. Okay. Mais en fait, vu que maintenant il y a de l'eau courante, là, déjà juste l'eau qui coule, les éviers, tout ça, le savon, de pouvoir se laver les mains tout seul, déjà ça fait une différence parce que dans les maisons, ils n'ont pas d'eau courante. Là. Ouais. Fait que juste ça, puis l'espace, c'est grand. T'sais, l'enfant, il y a plein de pièces, il y a des portes. La garderie, administrée par Québec, peut accueillir 45 enfants et elle fournit du travail aux gens de la communauté, comme Peter. Qu'est-ce que ça leur apporte aux enfants ici de la communauté de venir à la garderie? Moi, ce que je crois aujourd'hui, parce que moi, j'étais jeune aussi, j'aurais aimé ça avoir une garderie quand j'étais jeune. Et ce que moi, j'ai pas reçu, c'est comme le fait d'être, que je crois en moi, de faire, d'être capable de le faire. Il est en de 0 à 5 ans, c'est l'âge que c'est important d'avoir un encadrement. Un encadrement, parce que, sans ça, les enfants, ça peut être pour plus tard, mais ça va les aider. On va trouver du positif, là, ça va les aider à faire, d'être autonomes aussi. Roxane, tu viens inscrire ton enfant à la garderie? Roxane, une mère de famille monoparentale, vient d'y inscrire ses enfants. L'arrivée de la garderie lui permettra de retourner à l'école, terminer son secondaire en septembre prochain. Je trouve ça formidable parce que là, on n'allait pas à l'école ici. Fait que là, moi, aujourd'hui, je trouve ça bien que mes enfants aillent à l'école puis je les vois évoluer avec moi aussi. Puis que moi, autrefois aussi, je voyais pas mes parents 5 jours semaine. Fait qu'aujourd'hui, je suis contente que mes enfants, moi, vont à l'école ici puis que je les vois évoluer avec moi. Forte de ces petites réussites, la communauté de Kitchisakik veut aller plus loin pour se sortir de la misère et de la pauvreté. Visionnaire, Jimmy Papati et sa petite équipe ont imaginé un ambitieux projet de village dont ils rêvent pour ses semblables. Ça fait quand même 3 fois que la communauté, en référendum, a rejeté le modèle de réserve qui était proposé par le gouvernement. Et je pense que quand on a fait nos devoirs puis on a commencé à se prendre en main, on s'est dit, pourquoi pas que ce soit nous autres qui proposent quelque chose au gouvernement. Puis c'est arrivé. Ce projet, c'est Wanaki, qui veut dire paix en langue algonquine. Ils proposent au gouvernement de construire un village avec des infrastructures et des maisons et d'occuper le territoire pour développer les ressources, comme l'écotourisme, et participer à la gestion de la forêt. Bref, ils veulent être maîtres de leur développement économique, cesser de dépendre du gouvernement, tout en tenant compte de leur mode de vie. Ils en profiteraient aussi pour former les gens de la communauté dans des emplois nécessaires à la construction du village. La communauté a entamé des discussions auprès des gouvernements du Canada et du Québec. Si ce projet unique voyait le jour, les Algonquins de Kitchisakik deviendraient un modèle d'émancipation autochtone. Le projet Wanaki comme tel, c'est un projet qui dépasse
largement les standards de la loi sur les Indiens. On va plus loin que la loi sur les Indiens même. Puis on va plus loin que le concept de réserve. Et ça, je pense que le gouvernement du Québec, le gouvernement n'a pas perte de vouloir, dans le fond, créer un village modèle qui va peut-être permettre à d'autres communautés de s'en inspirer, puis qui va peut-être aussi améliorer la perception des gens, des contribuables envers les Autochtones qui disent souvent, puis à tort ou même des fois avec raison, qu'on devient une charge pour les contribuables. Puis nous autres, Waunakee, on se disait, quand est-ce qu'on va arrêter de dépendre des payeurs de taxes? Quand est-ce qu'on va arrêter de nous blâmer? Avec le projet qui s'appelle Waunakee, c'est un projet que moi j'y crois beaucoup parce que ici, c'est comme jour 1 pour moi, c'est comme une nouvelle adaptation. C'est sûr, je le connais, l'adaptation comme qu'on vit ici, mais avoir une maison convenable, l'électricité, tout, là, moi je serais bien, là, je serais plus heureux, le plus d'autonomie aussi qui se ferait. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué la fin de semaine, mais tu as vu comment on vit ici. Là, chaque quartier va tourner. Avec le projet de Waunakee, ça devrait bien aller pour bien des gens, parce que ça paraît pas, mais tu ferais ça à la maison, toi? Qu'est-ce que tu penses du projet Waunakee? Moi, je trouve que c'est une bonne affaire. J'aimerais ça que ça se fasse aussi vite que possible aussi. Est-ce que tu crois que ça va se faire vite ou que ça va prendre du temps? Ben, on m'a dit ça que ça allait faire vite, mais là, je grandis. Hein, puis quand j'étais jeune, là, j'avais 7-8 ans, j'ai entendu ça la première fois. On allait avoir un village, hein, c'était cool. J'ai 24 ans aujourd'hui, puis ça avance, mais ça avance tranquillement, mais sûrement. Sûrement que mes petits-enfants, les autres, ils vont voir la construction, sûrement. Tu vois quoi comme avenir pour tes enfants? En tout cas, je vois une vie meilleure que la mienne. Parce que la mienne est quand même bonne, mais sauf que c'est vivable, pareil. On reste debout, on grandit, on vieillit. On réussit toujours à manger, pareil. Ouais, moi, je suis optimiste, j'y crois, mais c'est long. Parce que je trouve ça long, j'ai 31 ans. Moi, j'étais enfant aussi, là, tu sais. J'ai fréquenté l'école, puis on parlait de ça aussi quand j'étais jeune. Je comprenais c'est quoi, tu sais. T'étais à Val d'Or? Moi, j'étais allé au début au Lac-Simon. Ça a évolué, puis à un moment donné, à 13 ans, j'étais allé à Val d'Or. Fait que, tu sais, je suis optimiste, mais il faudrait que ça soit vite, là. En attendant que le rêve de cette petite communauté algonquine se réalise, la population a décidé de se regarder dans le miroir pour confronter son passé et freiner le cancer qui les ronge. Après la période de reconstruction sociale à la fin des années 80, qui a permis aux femmes de dénoncer massivement la violence conjugale dont elles et leurs enfants ont été victimes et qui a mené à l'arrestation de plusieurs dizaines d'hommes de la communauté, les femmes du village ont mis sur pied une vaste étude calquée sur le modèle de l'Organisation mondiale de la santé. 95% des Algonquines de Kitchissakik ont participé à cette étude. L'objectif est d'apprendre à mieux cohabiter avec les hommes, les femmes, les aînés et les enfants de la communauté. Les femmes veulent développer et éventuellement partager à d'autres communautés cette expertise qu'elles ont acquise de la compréhension de leurs problèmes. On ne peut pas se développer si à la base on n'a pas pris soin de nos problèmes sociaux. Là. On ne peut pas atteindre notre pleine autonomie autant sur la gestion des programmes, des services, tout le rapport aussi à l'autonomie, le territoire. Comment on peut se prendre en... Il faut qu'on se prenne en main avant de vouloir atteindre notre pleine autonomie. Là. Aller pour chasser vos fantômes. Oui. Mm-hmm. Je pense que c'est important, autant pour notre équilibre à nous-mêmes. Si on n'a pas la capacité ou bien la force pour continuer à lutter sur ces aspects-là, mais nous autres, comme ressources du milieu, c'est important aussi qu'on prenne le temps de s'arrêter sur le passé pour qu'on puisse être bien après. Comme le dit si bien ce vieux proverbe africain dont les Algonquins de Kitchissakik ont fait leur devise, il faut toute une communauté pour bâtir un enfant. Il faut aussi beaucoup rêver. Quel avenir vous voyez pour ces jeunes-là qui sont ici? Ben, un avenir qui peut être
plus meilleurs que moi, puis le fait qu'ils sont avec leur famille. Parce que, je te dirais, moi, quand j'étais jeune comme les autres, j'étais partie 10 mois sans voir mes parents. Puis que ça avait comme coupé un lien. Mais les autres, ils l'ont, c'était le lien à tous les jours avec leurs parents. Fait que ça fait des enfants, des parents qui sont là tous les jours ensemble. Fait que ça peut leur apporter beaucoup en étant ici. Puis de comprendre aussi pourquoi c'est comme ça. Pourquoi on est ici maintenant. C'est ça qui va les aider à un moment donné à comprendre que oui, il y en a qui sont partis, mais nous, on est restés. Quand vous allez avoir fini de vos études, là, est-ce que vous voulez revenir vivre ici? Comment vous Oui, voyez? ben moi j'ai dit à mon père que je vais être éducatrice ici. Oui. Moi, je veux travailler ici pour que ça change. Oui. Moi aussi. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que quand tu dis je veux que ça change, comment tu vois ça? Les jeunes, tu sais, mettons, il y a beaucoup de jeunes ici qui restent dans leur maison avec la génératrice, puis ils jouent. Au lieu de ça, ils font juste jouer, ils vont pas dehors. Toutes les fêtes de semaine, ici, c'est rempli de jeunes, des fois. Ils jouent juste à cœur, comme qu'on faisait ici. C'est genre de même, mais il n'y a pas d'autres jeux qu'on peut jouer. Moi, je vois ça positif pareil, parce que moi, je fais partie de quelqu'un qui fait partie qui veut être, que ça soit positif, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça dépend de chaque personne qui est, tu sais. Qu'on puisse être tout ensemble, tu sais, de se reprendre ensemble et voir aussi le meilleur de tout ça. Là. Y croyez-vous? Oui, moi j'y crois. J'y crois, puis que un jour qu'on va être tout ensemble. Moi, mon rêve, c'est de voir toutes les primaires ici. Quand je vois des fois le monde, plus je vois que les maisons, il y a de l'électricité, puis il y a une grosse école, là, comme à Val-d'Or. Ça, je vois, c'est ça, je m'imagine des fois quand je dors.